Merci à tous d'être présents ce soir pour donc le troisième café débat d'ANLD. Donc un café débat qui va être consacré à la sortie de l'ouvrage de Mathieu qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous ce soir. Merci à vous. Du coup, un roman qui sort donc après-demain, c'est ça Mathieu, jeudi? Oui, c'est ça, le 15. Et donc, pour d'entrée de jeu, donc on va commencer. Mathieu va nous raconter l'origine de le pourquoi du comment de ce livre. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va commencer avec un teaser qui nous présente les grandes lignes de ce roman. Donc là, je vais vous partager une vidéo qu'on va pouvoir tous visionner en même temps. Normalement. Et voilà, on va pouvoir commencer l'interview. Du coup, Mathieu, tu m'as dit, je crois que c'était un ouvrage que tu as pris 5 ans à écrire. Il a fallu 5 ans? Pas vraiment. En fait, il m'a fallu, oui, on va dire 3 ans plutôt. 3 ans. Puisque je l'ai commencé après le livre précédent que j'ai publié enfin, un des livres précédents que j'ai publié en 2017, La démocratie sans maître. Voilà. Mais il y a un certain nombre d'éléments de ce livre qui étaient présents il y a beaucoup plus longtemps que ça. Il y a une dizaine d'années, j'avais commencé un roman qui restait inachevé, qui portait sur des thématiques semblables, mais que je n'avais pas traité du tout de la même manière. Donc, mais en tant que tel, j'ai travaillé 3 ans. Oui. Et du coup, il y a 3 ans, qu'est-ce qui t'a fait dire, là, je m'y mets, je me mets à ma table et je commence à écrire ce roman? Quel était le déclencheur? Le déclencheur, en fait, il y a eu deux rencontres avec les ombres, à vrai dire. La première rencontre, donc c'était il y a cette fois-ci 20 ans en arrière. Donc j'étais étudiant en prépa. J'habitais dans un monastère dans le 7e arrondissement. Et puis, donc c'était dans un quartier très chic. Bon, voilà. Mes parents m'avaient trouvé une place dans ce monastère-là. Et à quelques mètres de là, il y a un musée, pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est le musée Rodin. Et dans le jardin du musée Rodin, il y a des statues qui s'appellent les ombres, les 3 ombres. Et moi, c'est un peu bête à raconter, mais quand j'ai vu ces statues-là, je suis tombé comme en extase devant. Elles sont absolument incroyables. Et c'est des personnages comme ça qui sont courbés. Il y a 3 personnages identiques qui sont placés au-dessus de la porte de l'enfer. C'est une sculpture monumentale de Rodin. Vraiment, je vous invite à aller le voir. La visite des jardins est gratuite. Donc, dès que les musées rouvrent, je vous invite à aller voir ça. Et j'avais été vraiment frappé par ça parce que pour moi, c'était une image du désespoir, quoi. Voilà, les ombres telles qu'elles sont représentées là, c'est une image du désespoir. Et c'est pas seulement du désespoir le plus sombre, c'est d'un désespoir dont on peut faire parfois soi-même l'expérience. Voilà. Quand on a l'impression que personne nous comprend, qu'on a l'impression que, vous voyez, vous voulez dire quelque chose de sérieux à quelqu'un, de décisif, puis la personne est ailleurs, fait autre chose, n'a pas entendu ce que vous avez dit. Donc c'est une expérience qu'on peut tous faire, quoi. Et puis la deuxième rencontre, c'était juste après la publication de mon ouvrage précédent, en 2017. J'étais à Saint-Dizier et je faisais la promotion de ce livre-là. J'étais invité par une librairie anarchiste. Et au cours de la soirée, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a raconté sa vie, en fait. Et cette jeune fille, elle était agent polyvalent dans un lycée. Et en fait, en quoi consistait son travail? Le matin, elle faisait un truc. En fait, elle ne savait jamais ce qu'elle allait faire de la journée, quoi. Le matin, elle fixait une fenêtre. Après, un peu dans l'après-midi, elle faisait l'accueil. Après, elle allait au téléphone. Enfin, elle était totalement comme ça, éclatée. Et c'était une fille qui avait fait des études, hein, qui était bon, voilà.
qui avait eu un enfant jeune, bon, bref, qui a eu un parcours un petit peu cabossé comme ça. Et elle m'a dit un truc qui m'a bouleversé. Elle m'a dit, mais moi, mon rêve, c'est d'être prof, en fait, d'être instit, prof. Et elle a dit, de temps en temps, je ferme la classe et je fais cours devant des élèves qui n'existent pas. J'ai trouvé que c'était vraiment horrible, en fait, comme description de la chose. Et à cette époque-là, déjà, je travaillais dans l'aéronautique. Et je voyais aussi comment l'automatisation supprimait assez mécaniquement, comme ça, des postes, et faisait qu'il y avait une partie d'entre nous qui allait se retrouver comme ça en surplus. Bon. Et qu'on allait occuper à faire des tâches un peu inutiles. On allait leur donner de l'argent, de quoi vivre, tout ça, mais ça ne s'accomplirait pas du tout. Et je me suis rendu compte, en travaillant le sujet, que c'était une condition dont personne ne pouvait dire qu'il en serait épargné. Les avocats voient bien comment un certain nombre de personnes lancent des startups juridiques, des choses comme ça. Même on peut imaginer qu'un jour des robots écrivent des livres. Bon. Donc je me suis dit que cette condition d'ombre, c'est-à-dire vraiment, on vous donne de l'argent, de quoi vivre, on vous embête pas, mais on estime que vous n'êtes pas compétitif, donc on vous met dans un coin, eh ben, elle peut tout à fait constituer un avenir possible. Donc ça a été un petit peu les rencontres qui ont produit ce livre-là. C'est d'abord les ombres, c'est d'abord la rencontre avec cette caste de gens exclus dans le monde que j'ai essayé de constituer, qui a été le point de départ de mon livre. Donc les trois points que tu évoquais, donc du coup la fameuse statue avec l'émotion très forte que tu as ressentie de ces vraiment de sentir ombre et déclassé avec toute une forme, une grande pénibilité, mélancolie en soi et tu disais face à laquelle on n'a pas forcément un degré d'accueil et de présence dans la vie de tous les jours. Parfois il n'y a pas une personne qui accueille ça. Tu as évoqué cette personne qui avait un parcours de vie atypique et qui en était réduite à faire cours à une classe vide pour s'imaginer de professeur. Et du coup aussi le troisième point, c'est cette robotisation en marche de la société dans des domaines de plus en plus techniques qui faisait qu'on voit bien que de moins en moins de personnes sont à l'abri de se voir déclassées un jour et rendues au statut d'inutile. En fait. Et donc, fort de toutes ces idées-là, tu t'installes à ta table de travail. Ouais, dès le soir. Le soir même, je rentre à l'hôtel et je commence à travailler. Mais vraiment parce que j'avais besoin, en fait. Parce que c'était trop horrible ce qu'elle m'avait raconté, ça me désespérait trop. Et puis bon, j'étais à Saint-Dizier, il pleuvait, tout ça. Donc je suis rentré le soir, j'ai travaillé une bonne partie de la nuit, jusqu'au petit matin, à vrai dire. Et j'ai commencé à poser un peu les bases de ce monde qui est sorti de mon imagination et voilà, qui anticipe un avenir possible. J'espère que ce n'est pas l'avenir qu'on aura, mais qu'il l'anticipe en tout cas. Et comme la structuration, c'est très vite, tu te lances dans un premier chapitre et tu vois comment le dérouler, tu tires un fil et tu vois jusqu'où le fil va te mener, ou très vite, tu dis d'abord, tu es plutôt dans une structuration, d'essayer de voir le monde global avant de te lancer vraiment à écrire l'intrigue. Oui, ça s'est passé comme ça. À vrai dire, ça s'est passé comme ça. J'ai d'abord eu ce monde global que j'ai voulu échafauder. Alors, ça a été un travail vraiment de romain, hein, un travail énorme de chronologie notamment. J'ai passé vraiment des journées entières à essayer de construire une chronologie qui fonctionnait bien. Euh, donc ça a été un travail énorme. Et puis après, au sein de ce monde-là, en effet, il a fallu que je construise une intrigue. Parce qu'il ne s'agissait pas que cette intrigue soit simplement un prétexte pour découvrir un monde, comme ça se passe dans les utopies classiques. Et d'abord, la première utopie, c'est celle du XVIe siècle. C'est un auteur qui s'appelle Thomas More, qui a écrit un texte qui s'appelle Utopie, puis ça a donné le nom à ce genre-là. Dans ces utopies classiques, c'est un prétexte. En fait, vous avez quelqu'un qui voyage, qui fait un voyage en bateau, il arrive sur une île, et puis en fait, après, sa petite promenade ne sert qu'à découvrir ce monde-là. Bon, on peut plus écrire une utopie comme ça ou un roman d'anticipation comme ça, c'est pas possible. Donc, il a fallu que je construise une intrigue la plus solide possible. Alors, au début, le texte, au début, je l'écris très vite, avec une grande intensité d'écriture. J'ai passé des nuits blanches dessus, rien de nuit blanche, hein, franchement, du soir au matin.
Et puis, au début, la première version que j'avais soumise à l'édition, elle faisait 3 fois ce que j'ai finalement publié, vraiment 3 fois. Donc c'était beaucoup trop. J'étais rentré dans des détails totalement inutiles, mais je m'étais laissé porter par mon imagination et par mes personnages aussi. Donc j'ai dû réduire pour que ça devienne quelque chose de plus lisible. Donc ça a d'abord été en effet le monde et ensuite une intrigue, mais dont je ne voulais pas juste qu'elle soit un prétexte, qu'elle soit une vraie intrigue. En tout cas, j'ai essayé qu'elle prenne les gens comme un thriller vers une conclusion, quoi. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est une vraie réussite parce que c'est vrai que le côté policier, vraiment, l'intrigue policière fait qu'on est, ça me donne vraiment envie de tourner les pages. Et ce qui m'a surpris, c'est le fait de passer d'un moment très intrigue policière à d'autres moments plus philosophiques. Comment tu as fait pour tout articuler, ces différents passages-là? Ouais, en fait, ça a été mes grands exemples. Enfin, c'est très prétentieux de le dire comme ça, mais peu importe. De toute façon, c'est prétentieux d'écrire un roman. C'est prétentieux d'écrire un texte comme ça où j'ai créé un monde dans lequel je dis plein de choses. Donc, je vais y aller carrément, hein. Mais c'est vrai que quand vous lisez des romans, par exemple, russes du 19e siècle, c'est exactement ce qui se passe. Les frères Dostoïevski, c'est une enquête policière, par exemple. Mais c'est une enquête policière dans laquelle on se pose de temps en temps, puis il y a des réflexions sur le nihidisme, il y a des réflexions sur tout ça. Euh, voilà, moi, c'était un petit peu ces structurations-là qui m'intéressaient. Euh, Après, en effet, il a fallu trouver un équilibre entre les deux qui soit pas artificiel. Mon contre-exemple, c'est un auteur que je connais très bien, euh, auquel j'ai consacré un livre en 2014 et qui est le Marquis de Sade. Donc j'ai lu vraiment toute l'œuvre c'était une commande d'édition, à vrai dire, et je me suis coltiné toute cette œuvre qui n'est pas toujours fascinante, mais qui est quand même intéressante. Et à chaque fois, il alterne des moments d'action, entre guillemets, et puis des moments de réflexion philosophique. Bon, l'action, je vous laisse imaginer le type d'action dont il s'agit. C'est pas ça du tout dans mon livre, hein. Je vous rassure. Mais il y avait des moments d'action, et puis des moments où il se pose, et puis il disserte. Bon, voilà. Dans mon texte d'ailleurs de 2014, je disais que c'était l'union entre Spinoza et Marc Dutroux, Sade. C'est vraiment un peu ça. Bon, donc là, je voulais pas faire un truc aussi mécanique. Et du coup, il y a des grands passages où il ne s'agit que d'action. Toi qui as lu le texte, tu as dû t'en rendre compte. Il y a des fois où vraiment j'ai voulu qu'on soit complètement pris dans l'intrigue. Et puis il y a d'autres moments où on se pose davantage, où il y a carrément tout un moment qui se passe dans un monastère, près d'un volcan, hein, qui est installé près d'un volcan euh, à Télanissos. Et là, j'ai voulu vraiment qu'on s'installe un petit peu dans une réflexion, dans ce que je pensais être les soubassements philosophiques, en tout cas ceux tels que je les vois d'une démocratie vraiment horizontale, quoi. Donc là, il n'y a plus d'action, on se pose, on s'installe. Il y a une fresque qui raconte toute l'histoire de Nimrod. J'ai passé énormément de temps, pareil, à travailler ce passage-là. J'espère que ça se ressentira. Ou ça se ressentira pas, justement, au contraire. Ce sera fluide. Mais voilà, j'ai pas voulu une alternance mécanique entre action et puis contemplation, quoi. Mais c'est vrai pour étayer ce que tu dis, ça se ressent beaucoup l'intérêt, l'utilité que tu as utilisé par rapport à l'architecture pour utiliser ça aussi, utiliser l'art comme une fonction évocatrice on peut parler du passé comme ça, on peut évoquer l'histoire à travers l'art et ça fait que la démarche n'est pas que intellectuelle. On dit pas juste un ensemble de faits, il s'est passé ça, 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 ça. En découvrant ces faits à travers une fresque, c'est comme si les sens étaient aussi en éveil, je trouve. Et que du coup, à la lecture, ça rend la chose encore plus plaisante parce qu'à la fois, on a du contenu informatif pour pouvoir vraiment comprendre quel est le contexte, etc. Et en même temps, on voit les choses, les fresques qu'on s'imagine à travers le narrateur. Et du coup, c'est très plaisant à lire. Donc, je te confirme que tu as passé beaucoup de temps, mais ça provoque beaucoup de plaisir, enfin, en tout cas, moi, en tant que lecteur. Donc, c'était top. Donc, en influence, tu as évoqué les frères Karamazov, par exemple, en type d'intrigue policière pour faire avancer le récit. Quelles étaient les différentes, vu que c'est une science-fiction et à la fois une intrigue policière et en même temps, il y a un questionnement philosophique, quelles ont été tes influences par rapport à tout ça? Alors,
Je veux pas dévoiler le texte, hein. Je pense que donc, Sylvain qui l'a lu, qui est un des rares qui l'a lu, hein, du coup, en dehors de tous les éditeurs, les lecteurs, j'ose espérer que c'est une enquête qui doit surprendre, notamment dans ses conclusions. Donc je veux pas dévoiler le texte, mais il y a quand même un texte qui, moi, m'a profondément influencé, qui est mon roman préféré, c'est Quo Vadis de Mickiewicz. Qui est un péplum, qui est un roman de la fin du 19e siècle. Il y a un film aussi qui a été fait dans les années 60, que je trouve aussi très bien, mais bon, c'est parce que j'adore le roman. C'est un roman vraiment extraordinaire, d'aventure, qui se passe sous l'époque de Néron, et qui voit la fin, en fait, la chute de Néron. Donc ça a été vraiment la grande inspiration. C'est un texte que j'ai lu quand j'étais ado, qui m'a fasciné, que j'ai relu plusieurs fois après. Et ce qui me fascine, c'est la manière dont ce texte-là nous décrit les derniers jours, en fait, de l'empereur Néron. Donc j'ai voulu faire quelque chose de ce type-là. Encore une fois, je ne vais pas dévoiler tout, mais parce que dans ce texte-là, se mêle de l'action et puis des réflexions. Alors là, c'est du christianisme, hein. C'est les débuts du christianisme qui nous sont décrits, les chrétiens qui sont persécutés par Néron. Donc j'ai voulu reprendre un petit peu ce schéma-là. Ça, c'est vraiment la grande inspiration. Après, une des thématiques qui est très forte, c'est la thématique du feu, et plus largement de l'énergie. Et sur la question du feu, il y a un grand roman que je vous conseille aussi, c'est L'huile sur le feu d'Hervé Bazin. Alors c'est un roman qu'on lit plus, à tel point que moi, je voulais le relire pour préparer mon texte, et j'ai dû le faire réimprimer. C'est-à-dire qu'il n'existe même plus, le livre. Voilà, j'ai dû le faire réimprimer. Donc, on m'a fait un livre en plastoc. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc, j'ai payé un imprimeur pour qu'il me le ressorte. Incroyable. Alors que c'est un texte absolument incroyable. Un peu has-been, enfin, pas has-been, mais un peu ancien dans la manière d'écrire et tout ça. Mais moi, je me souviens que quand je l'avais lu, ça m'avait fasciné ça m'avait montré à quel point le feu était doté d'une puissance ambivalente. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de sacré, de destructeur, de producteur. Ça a produit des effets énormes dans la création de l'humanité, dès lors que le feu a été maîtrisé, vraiment, il y a 30 000 ans de ça. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et donc, je voulais faire quelque chose autour du feu, mais qui fonctionne, et là, c'est pareil, je ne veux pas dévoiler le texte, mais comme une métaphore de quelque chose d'un problème qui se posera dans les années à venir, qui se pose déjà, c'est la question de l'énergie, plus largement. Et donc, dans mon expérience professionnelle, moi, j'ai bossé pendant 5 ans chez Safran, donc un spécialiste de l'aéronautique et de technologie plus largement. Et la question de l'énergie était centrale. Je me suis rendu compte à quel point, de toute façon, elle se poserait. Il y a la question du réchauffement climatique, évidemment, mais il y a aussi la question de la disparition des énergies carbone, qui va de toute façon forcer le système à se rénover. Donc, de gré ou de force, il se transformera. Donc cette question du feu, elle est aussi centrale parce que elle me semble centrale finalement à notre époque. Et puis une dernière influence que je pourrais citer, alors il y en a beaucoup, mais celle-ci encore plus prétentieuse, si je puis dire, c'est la Bible. Donc moi j'ai été élevé dans le catholicisme, je suis plus catholique. Mais malgré tout, la lecture de la Bible, notamment l'Ancien Testament, m'a beaucoup influencé, alors plus sur le plan littéraire, j'ai envie de dire, que sur le plan spirituel, parce que si vous lisez l'Ancien Testament, c'est des batailles, c'est justement cette alternance entre des scènes d'action et puis des scènes de contemplation. Et bon, j'ai voulu faire aussi un roman qui pousse à réfléchir, avec des petites énigmes aussi au sein de ce roman, mais les noms des personnages il y a beaucoup de noms bibliques, alors ça c'est quand même assez évident. Le personnage principal s'appelle Cham, donc c'est un enquêteur. Donc Cham, c'est un personnage de la Bible, c'est un enfant de Noé. Vous avez un personnage qui s'appelle Jidé, c'est Gidéon en réalité, pareil, qui est un personnage de la Bible. Il y a Naaman. Bon, donc ça c'est des personnages, et leurs originaux, les personnages bibliques, ils ont un rapport avec ces personnages-là. J'ai évidemment pas choisi les noms par hasard. Ça oriente aussi la lecture qu'on peut faire de ces différents personnages. Et puis au sein de ces personnages, de ces noms donc de l'Ancien Testament, il y a aussi des personnages qui ont des noms grecs, et des personnages qui ont des noms latins. Ça, vous l'aurez remarqué, tu auras remarqué aussi. Donc voilà, cette
cette lecture-là aussi, bien sûr, a influencé mon texte. Et ce qui ressort en t'entendant parler, notamment de la place du feu, etc., je me disais que c'est ça qui est aussi très intriguant dans ton roman, c'est que le feu qui est au centre de la technologie, ça pourrait nous paraître être la technologie la plus arriérée, presque, pour produire quelque chose. Et dans un roman de science-fiction, on pourrait se dire, c'est bizarre, on s'attendrait à quelque chose de plus ultra moderne, presque. Et en fait, très vite, on est emporté. Et c'est comme l'idée parfois on dit une bonne idée, c'est une idée qui est presque évidente. Et en fait, quand on découvre le feu avec tout le rôle que peut avoir le feu, hein, comme tu disais, qui est assez ambivalent, ça peut être destructeur, mais ça peut aussi être chauffé, permettre de voir la nuit, etc., nous éclairer, nous protéger avec une dimension sécuritaire. Et ben c'est ça que j'ai trouvé très fort, c'est il y a un mélange futuristique et en même temps un mélange très, on voit bien les pierres du passé, un monde très antique, presque avec beaucoup de philosophie, euh, avec aussi c'est des toges non que portent les Ouais. donc c'est cette confrontation là, je l'ai trouvée très marquante d'autant plus marquante qu'elle devient évidente au fur et à mesure du livre en fait. On se dit, Mm. ah ouais, le feu, c'est central. On voit bien les pierres. Là, il y a une forme de. D'ailleurs, je me demandais la place de l'architecture dans toi, dans ta vie, dans le livre. J'ai l'impression que ça ressort beaucoup l'architecture, les pierres, Ouais. un cadre sacré presque. Oui, alors, comme tu le dis, c'est un monde dans lequel se confrontent. euh, donc, l'action se passe dans 500, 600 ans, je ne sais pas. Chacun placera. Moi, j'ai une chronologie vraiment année par année, hein, je l'ai dit. J'ai des grandes banderoles, je les avais mises sur mon mur et tout ça, mon bureau. Donc, tout est vraiment noté. Il y a les moindres événements, la naissance d'un tel, et quand il se casse, il y en a un qui a un accident au bras, donc j'ai mis la date, le jour et tout. Bon. Et ça, après, chacun se fera sa chronologie à lui. Après, effectivement, je me dis que dans 500 ans, on ne sait pas à quoi ressemblera le monde. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il nous surprendra. Je veux dire, s'il y a 500 ans, des gens, on leur avait demandé à quoi ressemblerait notre époque, ils auraient sans doute dit n'importe quoi, enfin, dit n'importe quoi, des choses très différentes. Regardez, souvenez-vous, quand on était enfant, quand on regardait des films qui nous parlaient même des années 2000, bah, il y avait des voitures volantes, des trucs, c'était pas du tout ce qui s'est passé au final. Euh, et moi, ce qui me fascine justement dans ce rapport à l'avenir, c'est que euh, bah, il y a parfois des retours en arrière. Architecturalement, il y en a, bien sûr. Le néoclassicisme, par exemple. Voilà, quand vous vous promenez à Paris, vous voyez des bâtiments partout en France, d'ailleurs, et partout en Europe, des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments antiques, puis en fait, c'est des bâtiments du 19e siècle. Bon. Euh, L'Assemblée nationale, des choses ou la Madeleine, on a l'impression que c'est un temple romain, alors que c'est un temple ça date du 19e. Bon. Euh, et donc, il y a des retours en arrière. Et puis, à l'inverse, évidemment, il y a de la technologie qui progresse. Mais même la technologie, elle ne progresse pas de manière linéaire. J'en dis quelque chose dans le livre, mais ce qui me fascine, c'est la manière dont des choses qui nous semblaient évidentes, qui nous semblent évidentes aujourd'hui, ont mis plein de temps à être découvertes. Prenez le pneu gonflable, par exemple. Bah, c'est début 20e, enfin pour le vélo, par exemple, c'est début du 20e siècle, je crois, quelque chose comme ça. Le vélo en tant que tel, c'est une invention qui est extrêmement récente, alors qu'on avait la machine à vapeur, etc., bon, bien avant. Donc c'est assez fascinant, en fait, de voir ça. Donc l'avenir, évidemment, sera complètement surprenant. Il y a des éléments qui font retour vers le passé. Il y a des éléments qui progressent. Donc là, le Nimrodien, parce que ça se passe à Nimrod, le nom de la cité, ils ont des voitures volantes, ils maîtrisent parfaitement, et c'est bien fait dans le teaser que tu as réalisé brillamment, d'ailleurs, Sylvain, et je te remercie. Ils maîtrisent parfaitement le monde virtuel ou le monde numérique. Donc tout ça, ça fait signe vers une époque qui nous est lointaine d'un point de vue technologique, en tout cas dans ce degré de maîtrise-là. Et puis d'un autre côté, en effet, il y a un retour en arrière sur pas mal de thèmes, et notamment le thème de la démocratie, puisque c'est une démocratie directe. J'ai essayé d'inventer un monde dans lequel il décide de tout, nos Nimrodiens. Il y a un gouvernement central, mais il décide d'à peu près tout. Donc, Bah ça, si tu veux, on ouais, y reviendra un peu plus bien en sûr. profondeur dans la deuxième partie, plus thématique. Ok. Du coup. Voilà, mais donc il y a cette conjonction. Après, sur l'architecture, bah, j'ai coécrit un bouquin avec un architecte qui s'appelle Paris Mantil. Oui, c'est un sujet que j'adore. Je ne suis pas un spécialiste d'architecture, mais effectivement, j'y étais très, très attentif. Je me suis inspiré de lieux très précis aussi pour construire la cité de Nimrod.
Il y a les météores en Grèce, hein, qui est un des lieux les plus beaux au monde. C'est des monastères qui sont juchés sur des pitons rocheux. Donc toute l'architecture de Nimrod tourne autour de cette architecture-là. Et je crois aussi que l'architecture nous dit beaucoup d'une cité. En effet, elle nous dit beaucoup de la manière dont, quand on se promène, on voit comment sont organisés les pouvoirs, comment sociologiquement les choses se passent. Si je prends une ville que je connais, je commence à bien connaître, Paris, parce que vivre encore une fois, partez sur Paris, ça s'appelait Paris-Mantil, bah, la distinction entre l'Ouest parisien et l'Est parisien elle demeure, enfin, elle est spectaculaire. Hein. En plus, en ces temps de pandémie, on est obligé de se promener beaucoup dans la ville, donc là, vraiment, moi, je trouve que c'est absolument spectaculaire comment ces distinctions-là demeurent. Je me suis laissé dire aussi par un architecte que souvent, dans les grandes métropoles, c'était l'Ouest qui était plus chic, puisqu'il y avait une question de vent, de direction du vent, et, et voilà, que le vent, du coup, les odeurs d'usine au 19e siècle partaient plutôt vers les quartiers populaires, plutôt que... Donc, vous pouvez même vous repérer entre l'Ouest et l'Est en fonction de la qualité des quartiers, vous n'avez même pas besoin de regarder du soleil. Donc non, l'architecture dit beaucoup d'un système politique, énormément. Elle n'est pas du tout détachée de ça. Et ben, du coup, là, pour terminer cette première partie sur la Genèse, moi, je voulais savoir en quoi l'écriture d'un livre comme ça a pu te transformer d'une certaine manière, de devoir autant te plonger dans cette œuvre. Bah, ça m'a rendu plus indulgent, en fait. Euh, on en viendra là-dessus après sur les thèmes, parce que ça parle de démocratie. Mais je crois qu'une œuvre littéraire, c'est quand même un laboratoire. Donc on a nos personnages, on a nos situations, et puis on les met, c'est cruel hein, ce que je dis par rapport à nos personnages, mais on les met en scène, on essaye. Si ça marche pas, on refait l'expérience, on supprime des personnages, on en met d'autres. Donc vous arrivez à quelque chose qui ressemble à une réalité en principe si vous avez bien travaillé, me semble-t-il. Et je me suis rendu compte que ce soit pour les... En tout cas, c'est la lecture que j'ai de ma propre œuvre, mais on peut se dire qu'il y a des méchants et des gentils. Vous avez d'un côté les gouvernants qui sont des salauds, et puis de l'autre côté, bah, un peuple qui prend conscience de sa situation, et puis qui du coup se rebelle. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, si vous regardez les choses. Je pense que c'est pas évident. Parce qu'on choisit pas sa condition de naissance, on la choisit pas. Bon, on est là où on est. Aller à l'encontre de ce à quoi on était destiné, c'est extrêmement difficile. Bien interpréter les expériences qu'on a, c'est très très difficile. Et donc, franchement, moi, je sors de ce roman plus gentil, quoi. Alors, j'espère que pour le lecteur, ce sera le cas aussi. Mais je sors plus indulgent, en fait, sur les Ça veut travers dire, de notre système politique, par exemple. ça veut dire que Ça cette indulgence qu'on ressent, tu l'avais pas avant, tu l'avais moins avant, c'est de devoir confronter tes personnages à la réalité avec une complexité qui fait que tu as gagné en indulgence à la fin, c'est ça? ouais, ça me rend pas moins militant. Euh, Pas du tout. Sur les questions de démocratie, moi, je pense en effet qu'il faut qu'on décide le plus de choses, nous, directement. En tout cas, il faut qu'on ait le choix de décider ou non. Bon. Euh, mais ça me rendra plus patient, parce que je me rends compte que les mœurs, ça change pas comme ça d'un coup. Que en fait, des gens à qui on a dit que depuis tout petit que c'était les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents, qui devaient décider vis-à-vis des autres. Il ne s'agit pas de leur faire de cadeaux, mais il s'agit de comprendre aussi ce qu'eux, ils vont avoir à lâcher. Il faudra qu'ils le lâchent. Mais je suis plus rentré. En fait, ça m'a fait gagner sur la psychologie du dominant, du gouvernant, Hmm. euh, et à l'inverse aussi sur la nôtre. Pourquoi on accepte une situation qui est inacceptable? La situation d'aujourd'hui, elle n'est pas acceptable. Enfin, on ne peut pas être dans un pays où on dit égalité et puis dans lequel Bernard Arnault, j'ai vu sa fortune a doublé là sur les 2 dernières années. Enfin, ça n'a pas de sens. Il y a 9 millions de pauvres en France. Les 10 premières fortunes de France, elles ont vu leur fortune augmenter dans des proportions sans précédent en temps de pandémie. Donc, bon. donc, euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on accepte ça? Ça, je le comprends mieux et je suis plus gentil avec ça. Et qu'est-ce qui fait que les gens d'en face, ils vont pas lâcher comme ça? Bah, je le comprends mieux. Ça m'empêchera pas d'être aussi vigoureux, hein, mais je le ferai plus sereinement, avec moins de rancœur, quoi. Voilà. Ouais, super. Bah, tu vois, la transition, avant donc, de passer à la deuxième partie plus thématique, je pense que la transition est toute trouvée pour que Camille nous lise l'extrait sur l'empathie
l'extrait du livre, page 133, justement, où tu évoques le fait, en communication, on dirait aller un peu sur la colline de l'autre pour voir comment parfois les autres peuvent voir le monde et pour gagner se rapprocher des autres. Donc, j'aimerais beaucoup que Camille nous dise cet extrait-là. Ça marche. Alors, un autre soir, Noah nous exposa ce qu'elle appelait l'empathie profitable, qui consiste à voir les choses à travers les yeux de ceux qui les aiment le plus. L'affection que les autres éprouvent pour le monde est à conquérir, disait-elle. Elle est nôtre quand nous jouons avec un bambin et qu'alors nous entrons dans son univers. Vivre ce que vit un parent quand son enfant sourit. Éprouver la joie de l'artisan à l'achèvement de son ouvrage. Pleurer avec l'adolescent sur une musique bête. Visiter un lieu saint avec l'âme d'un dévot. Contempler l'amante comme l'amant et le contraire. Si nous savions combien nous avons d'yeux, d'oreilles, de nez, de doigts, de cœur. Si nous savions combien nous sommes en nous. Si nous aimions comme nos milliards de prochains, comme nos milliards de nous-mêmes. Mais c'est facile à dire. Donc un extrait sur l'empathie profitable. Merci beaucoup, Camille. La première thématique est toute trouvée pour parler donc des sujets dont traite le livre. Il y a le côté le rapprochement entre individus, parce que c'est une phase de transition du coup à Nimrod qui se passe durant ton roman. Et tu évoques le rôle de la peur quand il y a des situations qui deviennent une forme d'instabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux mouvements en parallèle. Il y a en phase d'instabilité des gouvernements centraux, on le voit aujourd'hui, peuvent être amenés à prendre des décisions sans faire appel au bon vouloir du peuple. Et en même temps, en parallèle, face à la peur, on se rend compte que finalement, on est tous un peu, on est humains et qu'on a beaucoup de choses en commun. Et cette envie d'être en commun, du coup, donne une plus grande envie d'être en démocratie et de faire société. Et du coup, il y a ces deux mouvements qui s'articulent. Et je voulais savoir, toi, comment tu analyses ces tensions-là entre ces mouvements de rapprochement entre individus et en même temps de pouvoirs centraux de plus en plus qui parfois peuvent, dans des mesures d'urgence, s'accaparer le pouvoir. Alors, je peux peut-être rappeler aussi, ou dire, parce que les gens n'ont pas lu, ce qui se passe dans cette cité. Donc, cette cité, il y a le feu, il joue un rôle prépondérant parce qu'il y fait nuit la moitié de l'année. Donc, il fait une nuit glaciale, donc le feu éclaire, réchauffe, et puis il protège aussi contre des monstres qui s'appellent des ghouls. C'est pareil, c'est des monstres bibliques, mais dont j'ai proposé une description très personnelle. Bon. Et il se trouve que ces torches commencent à disparaître dans la cité. Et puis non seulement ces torches disparaissent, mais il y a des inscriptions qui commencent à apparaître. On l'a bien vu dans le teaser, cette espèce de lune avec une barrière en dessous, et puis de lettres AN. Donc ça, c'est déjà des troupes dans une cité qui jusqu'ici était très tranquille. Enfin, ça faisait des décennies qu'il ne se passait rien. Nos enquêteurs, ils ne savent pas tellement se servir de leurs armes. D'ailleurs, c'est des armes qui sont des armes non létales. Tout est très tranquille, en fait, dans cette cité. Ils ne s'entraînent plus tellement, voilà. Bon. Et puis, il y a tout d'un coup ces troubles. Et puis, plus grave que ça, bien sûr, il y a des gens qui disparaissent. Il y a des gens qui commencent à disparaître. Et puis après, ça va de plus en plus gravement, bien sûr. Donc, il y a une peur qui s'installe dans cette cité. La réaction du gouvernement, c'est de durcir les lois. Au départ, c'est un gouvernement qui, pareil, agissait assez peu. Tout le monde votait toutes les lois. Et puis, dans cette urgence, dans cette peur, on commence à resserrer les lois, supprimer un certain nombre de libertés. Alors, je précise un truc, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre bien avant la pandémie. Il est question de pandémie aussi dans le texte, pour une raison tout à fait particulière. Mais ce n'est pas du tout l'opportunisme d'écriture, je le précise. Bon. Mais c'est quand même ce qu'on est en train de vivre assez clairement. C'est-à-dire que vous avez d'un côté quelque chose qui, objectivement est grave, nous arrive, et d'un autre côté, un gouvernement, mais qui, dans son organisation même, se resserre de plus en plus. Je vais vous donner juste une illustration de ça, pour faire un parallèle avec notre époque, c'est que vous savez que Macron a repris une instance qui existait déjà, qui est le Conseil de défense, pour traiter la question pandémique et qui vient avant le Conseil des ministres.
Donc le Conseil des ministres, c'est déjà une instance qui est ultra secrète, ultra centralisatrice. Et là, il y a une instance qui est encore plus centralisée, qui s'appelle le Conseil de défense, et qui prend des décisions, des pré-décisions, avant le Conseil des ministres. Mais donc ça, c'est déjà vraiment très particulier. Dans le Conseil de défense, il n'y a qu'une femme qui siège en plus. Hein. Enfin, franchement, il y a une homogénéité la plus scandaleuse totale. C'est le militant là qui reprend ses forces là. Ouais, mais c'est pour montrer que cette description est tout à fait classique, en fait. Ce qui se passe à Nimrod se passe dans n'importe quelle situation d'urgence. Il y a une centralisation d'un côté, puis de l'autre côté, je parlerai de ce qui se passe de l'autre côté, de ce qui peut se passer. Et puis, donc, le Conseil de défense, bah, ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est qu'avant le Conseil de défense, maintenant, eh ben, le président de la République et le Premier ministre déjeunent ensemble. Donc, ils prennent une décision avant le Conseil de défense, qui lui-même prend une décision avant le Conseil des ministres. Enfin, là, au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est Macron qui va décider tout seul. Il y aura peut-être même à l'intérieur de lui-même quelqu'un qui décidera avant qu'il décide seul. Enfin, on n'arrêtera plus. Donc, plus on est dans une situation d'urgence, plus il y a une tentation centralisatrice. Et après, du côté de la population, il peut se passer deux choses. Il peut se passer en effet ce qu'on sent qui peut se passer aujourd'hui, c'est que les gens ont tous peur les uns des autres, quoi. Bon, jusqu'ici, on s'est tous très bien tenus, je trouve, collectivement, enfin à peu près. Mais il peut se passer une espèce de mouvement de peur, de radicalisation dans tous les sens. Et puis sur des sujets qui sembleront totalement détachés de la situation qu'on est en train de vivre. Mais, c'est aussi ce qui se passe en partie dans la cité que j'ai imaginée. Mais il y a aussi un autre phénomène, qui est un phénomène de rapprochement dans la peur, de fraternisation dans la peur. C'est ce que Hannah Arendt appelle vraiment la fraternité de souffrance. C'est que effectivement, des gens qui vivent un truc terrible, bah, tout d'un coup, ils dépassent des différences pour s'unir et pour vivre ensemble. Et là, ce qui se passe en l'espèce, c'est comme il y a des torches qui disparaissent, bah, les gens se raccompagnent les uns les autres et du coup, ils discutent, ils prennent conscience d'un certain nombre de choses et la situation politique va changer. Mais ce que je veux juste dire un truc, c'est que en fait, cet événement-là, moi, je l'ai vécu à une toute petite échelle. Et c'était ça l'objet du roman dont je vous ai parlé, que j'ai laissé inachevé pour l'instant, je reprendrai peut-être un moment. Mais c'est qu'il y a une vingtaine d'années de ça, je pense, à Nancy, donc la ville dont je suis originaire, dans la nuit, c'était pendant un hiver, il y avait des agressions ultra violentes dans une ville qui est très tranquille, mais d'une très grande violence et puis d'une très grande audace, au tel point qu'il y a un garçon qui est décédé. Et donc, en fait, il y avait je ne sais pas si vous connaissez Nancy, mais il y a une grande place qui est la place Stanislas, qui est très, très fréquentée, et notamment la nuit. Et aux abords de la place, il y avait des agressions. Voilà. Donc, vraiment, dans des espaces qui étaient très fréquentés. Et donc, dans la nuit, il y a une espèce de panique qui s'est mise en place, mais les gens continuaient de sortir, et il y avait il y a ça, ce que j'ai décrit dans le livre qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens se raccompagnaient les uns les autres. Moi, je me souviens avec mon cousin, mon frère, je ne sais pas s'il est là, mais on raccompagnait des gens qui étaient tout seuls, sous, parce que c'était ça qui se passait, c'était eux qui étaient agressés. Et il y avait donc une espèce de fraternité, en fait, qui s'était mise en place dans ce danger-là, qui était totalement incongru, en fait. Et à l'inverse, la mairie en profitait pour taper sur la nuit, qui est un espace qui lui échappe. C'était ça l'objet de mon livre. Ça s'appelait les Saturnales. Et c'était de dire, parce que les Saturnales, c'est un rite d'inversion dans la Rome antique, où les esclaves deviennent maîtres, les maîtres esclaves, et tout ça, c'est le carnaval, en fait. Et on se rend compte que, par exemple, la nuit est une menace pour le pouvoir en place, parce que la nuit, les gens assument d'autres fonctions, sont débridés, etc. Donc ces deux mouvements-là, je pense que c'est une constante dans les sociétés. J'ai essayé en effet de la décrire dans le texte. Et dans le futur, vu que on comprend bien que tu souhaites que cette solidarité prenne de l'ampleur entre les citoyens, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour que ça soit cette deuxième tendance qui prenne le pas sur cette première tendance de centralisation du pouvoir? Il faut qu'on se parle les uns les autres. Moi, je pense que le grand risque de nos sociétés, c'est qu'on ne se parle plus ou qu'on ne se parle que par médias interposés. C'est dire le niveau, quoi. Bon. Moi, j'avais pas pris conscience jusqu'à une période récente, j'avoue que alors, je suis peut-être un peu neuneux, hein, mais à quel point les médias jouent un rôle catastrophique dans nos sociétés démocratiques, quoi. Mais peut-être que j'en prends conscience parce que là, c'est une de nos seules fenêtres ouvertes sur le monde. Qu'on a moins d'occasions de se parler, de soi-même porter des jugements,
de se côtoyer les uns les autres, même animalement. Hein, il y a une dimension aussi très biologique hein, dans mon texte, mais c'est ça, je trouve qu'il y a un risque de radicalisation via les médias. Alors, je ne suis pas complotiste, ils ne font pas forcément exprès, c'est des effets de système. Puis aussi, vous avez 90% des quotidiens qui sont possédés par 10 personnes. C'est ça en France. Hein. Il y a 10 milliardaires qui possèdent 90% des journaux. Vous voyez, 50%, plus de 50% de la télévision est possédée par ces 10 personnes. Et 40%, je crois, c'est de la radio. Donc, une vision du monde qui est quand même pas très partagée, quoi. Et ça, je trouve que c'est le vrai danger. C'est que ça s'interpose entre nous, entre chacun d'entre nous, et chacune de nos sphères sociales, et chacune de nos personnes, des médias qui ont une certaine vision du monde, des politiques qui interprètent, qui disent les Français pensent que, les Français en ont marre que, puis quand vous regardez les sondages, c'est pas du tout ce qu'ils disent. La préoccupation des Français aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme. Ah bon, c'est ça vraiment nos sujets aujourd'hui. Bon, vous voyez, donc ça, je trouve que c'est un vrai risque. Et je trouve que pour y répondre, la meilleure chose à faire, c'est qu'on puisse se parler. C'est des espaces comme celui-ci. Alors là, c'est beaucoup moi qui parle, désolé, mais on va discuter après. Mais c'est qu'on maintienne ces liens-là. Parce que sinon, en effet, il y a de la paranoïa qui peut se mettre en place. Et du coup, de la violence dans tous les sens du terme, pas forcément de la violence physique, espérons que non, mais en tout cas, voilà, de la tension. Ouais, donc, la solution se parler et la difficulté aussi que tu évoques dans ton livre. Et ça, c'est vraiment le deuxième passage sur lequel j'aimerais que Camille puisse nous lire un petit extrait. C'est la difficulté parfois soi-même de trouver les mots pour se raconter précisément. Et donc, à un moment donné, il y a un passage de ton livre où tu parles du meilleur des mondes ou comment on pourrait faire pour relayer au plus précisément les envies profondes de chaque personne. Donc, avec grand plaisir, Camille, pour t'écouter. Juste au moment où je m'étais échappée. Très bien. Désolé. Me voilà. Alors, attends, je ne suis pas à la bonne page. C'était, je crois, Ça y est, 180. j'y suis. Nickel. Elles avaient un rêve. Donner la parole aux animaux, plantes, et à tout ce qui, en nous, ne sait pas toujours bien se faire entendre. Organes, humeurs, fantasmes honteux. Elles rêvaient de capteurs permettant de savoir ce que chaque être vivant veut vraiment, à chaque instant, sans parfois même se le formuler. Alors, on pourrait prendre, en temps réel, sans avoir à en discuter, les meilleures décisions collectives imaginables. On optimiserait le tracé des routes. On organiserait les heures et les programmes scolaires en fonction de l'état mental et physique de chaque enfant et de chaque enseignant. On résoudrait les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. On fournirait les magasins en fonction des penchants du moment. On réglerait notre consommation d'eau très exactement sur les ressources disponibles à l'instant où la soif nous étreindrait. On marcherait doucement sur les terres qu'on saurait en repos. On articulerait au mieux les intérêts de tout ce qui vit, de tout ce qui est. Des milliards de capteurs connectant tout à des ordinateurs superpuissants, agençant les désirs et pas seulement ceux des humains. Des milliards d'oreilles transformant murmures, chuchotis et palpitations en mots d'ordre. Le meilleur des mondes possibles. Merci Mathieu beaucoup, Dango, la dignité des ondes. Sorti le 15. Et du coup, là, on parle de technologie, du coup, on parle de médias juste avant. Sur quel thème t'aimerais embrayer là tout de suite? Tu préférais parler des médias ou de la technologie? Peut-être on peut commenter cet extrait. Alors, Ouais. j'attire, je nous mets en garde les lectrices et lecteurs que vous serez sans doute, j'espère, je souhaite, je le veux, je l'ordonne. Mais c'est pas toujours ma position que les personnages expriment. Je pense que d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans un roman ou dans un dialogue, les dialogues de Platon. Je n'ai pas parlé de la République tout à l'heure dans les grandes influences, bien sûr. Hein, il y a aussi la République de Platon, hein, les livres 2, 3, 6, sur les gardiens de la cité, de cité parfaite. Mais dans un dialogue, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi faire assumer par des personnages des positions qui ne sont pas forcément les vôtres. Là, la description qui est faite d'un monde dans lequel vous avez des capteurs sur tout le monde et puis ça optimise automatiquement les lois et tout ça, je ne suis pas absolument certain d'en rêver, ça fait un peu peur, hein, c'est le monde des algorithmes aussi.
Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même cette hypothèse que nous, notre modèle de la démocratie, c'est on se retrouve dans une assemblée puis on parle. Il y a peut-être d'autres choses à faire. On peut faire plein d'autres choses peut-être pour savoir ce qu'il faut faire collectivement. En tout cas, moi, je n'estime pas que c'est le dernier mot de la démocratie, une assemblée. Alors, ce qui est sûr que ce n'est pas le dernier mot de la démocratie, c'est le président de la République. C'est-à-dire un type, c'est souvent un homme, pardon, qui décide pour tous les autres. Quand on me dit, oui, ça c'est la démocratie, ça me fait doucement rigoler, ou plutôt ça ne me fait pas trop rigoler. Ça, je sais que c'est pas le dernier mot. Mais je suis même pas sûr que les assemblées partout, tout le temps, c'est aussi le dernier mot. On peut imaginer aussi d'autres modalités de la démocratie. Donc ça, je voulais le dire. Après, un autre point important là, sur la technologie, oui, je peux embrayer là-dessus, parce que la technologie au service de la démocratie, alors là, je suis assez, c'est pareil, je suis effaré par les blocages qu'il y a de la part des gouvernants sur ce sujet. C'est-à-dire que la réflexion sur la démocratie, elle n'a pas fait un pas depuis 1789, quoi. Enfin, même 1789, ils étaient plus avancés que ça, mais disons 1848, quoi. De dire, ah bah oui, mais dans un grand pays, on ne peut pas consulter tout le monde. Mais à la fin des années 60, vous avez plein de penseurs, vous avez plein de politiciens. Vous avez notamment un politicien, un conseiller de Reagan, qui s'appelle Miller, qui est un des fondateurs de ce qu'on appelle la démocratie liquide. Donc c'est un conservateur, hein, et qui dit on va mettre l'ordinateur, l'informatique, au service de la démocratie. Il a fait un texte assez incroyable dans les années 60, vraiment à toute fin des années 60, dans lequel il dit ça, il dit mais le citoyen de l'avenir, bah, sur son ordinateur, il fera ses courses, il fera ses comptes, et puis il votera les lois. Voilà. On est à la fin des années 60. Et encore aujourd'hui, vous avez, quand il y avait les débats sur le référendum d'initiative citoyenne, mais c'est pas possible, les gens n'ont pas le temps, mais vous vous rendez pas compte. C'est vraiment, pardon, mais c'est irritant, c'est énervant au possible. C'est-à-dire que la réflexion qui est menée sur la démocratie, c'est une réflexion comme si c'était encore des coursiers, des gens à pied qui allaient annoncer ce qui avait été voté à l'Agora. Hein. Et Athènes, je rappelle juste qu'Athènes, qui était quand même une démocratie directe, hein, quand même, bah, c'était pas une bourgade. Hein. Enfin, il y avait quand même des milliers, des centaines de milliers d'habitants. Peu de citoyens, certes, sur ces centaines de milliers d'habitants, mais des milliers de kilomètres aussi entre Athènes et ses colonies. Donc, les gens des colonies votaient à l'Agora. Donc, c'était pas, pour eux, c'était moins un problème que pour nous, qui nous disposons d'une capacité d'agir, d'interagir comme on le fait là en ce moment, en temps réel. Donc ça aussi, c'est un espoir que j'ai par rapport à la pandémie, c'est que, en tout cas, par exemple pour la démocratie dont je suis membre, on a vraiment connu, c'est très difficile la période qu'on vit. Bon, j'aurais pu le dire d'ailleurs, je vous salue tous et toutes dans une période qui est vraiment très dure. Bon. Et ça, quand on discute justement avec les gens, on s'en rend compte. Moi, j'ai une petite hygiène personnelle depuis janvier, c'est que je m'efforce de parler avec un inconnu, une inconnue par jour, dans la rue, dès que je peux. Voilà. Là, aujourd'hui, c'était au parc avec ma fille, pour prendre un peu la tendance et puis justement sortir de cet isolement-là. Et vraiment, c'est très difficile pour tout le monde. Bon. Mais il y a un truc que je trouve bien, c'est ça, c'est le fait que toute la technologie numérique a vraiment fait un saut, je pense, dans plein de structures. Dans la nôtre, c'est incroyable. Moi, j'ai appris plein de choses en un an que j'étais absolument incapable de faire parce qu'on a été forcé de le faire. Donc ça, j'espère que ça va avoir des effets, enfin, sur notre manière de concevoir la démocratie. Donc ça, c'était sur la technologie en lien avec la démocratie. Bah, ça fait penser aussi à l'autre thématique qui est dans le livre, les citoyens sont souvent sollicités et du coup, des fois, presque, ça devient un trop-plein. Ouais. Et du coup, comment tu vois le juste équilibre entre donner la parole aux citoyens et en même temps laisser une base représentative un peu pour les laisser tranquilles dans leur quotidien? Comment tu vois la juste mesure? Alors, ça s'ouvre là-dessus. Mm. Moi, j'ai voulu aussi, tout à l'heure, Camille a fort bien lu le texte sur l'empathie profitable. Bah, moi, j'ai essayé de me placer dans la peau d'un personnage qui n'est pas le mien, qui n'est pas moi. Alors, certains qui ont lu ont dit, mais il te ressemble physiquement. Bah, alors oui, peut-être. Bon, je me suis laissé aller à une sorte d'ego trip en me mettant en scène dans des situations périlleuses, n'est-ce pas, héroïques, sans doute. Mais par contre, sur le plan psychologique, c'est pas du tout moi. Enfin, clairement, type est dépressif. Enfin, c'est vraiment pas moi, quoi.
Par contre, il s'ennuie beaucoup, en effet, parce que à Nimrod, on vote tout le temps, enfin, on vote tous les jours. C'est-à-dire qu'il est dans sa salle de bain, c'est ça presque le début du roman, et puis il doit voter pour l'adoption d'un parc. Il doit d'abord faire l'emploi du temps de ses subordonnés, des gens qui sont dans des classes inférieures, parce que à Nimrod coexiste un système de caste, mais dans lesquels on accède par voie de mérite, et puis une démocratie directe. Et donc, il doit faire l'emploi du temps, en tout cas valider l'emploi du temps de gens pris aléatoirement dans la classe inférieure. Bon, c'est sa première tâche quotidienne, en tout cas hebdomadaire. Et puis, il doit aussi, sur une base, on va dire, hebdomadaire, il doit voter des choses qui concernent soit son îlot, donc l'endroit dans lequel il vit, soit la cité dans sa totalité. Et ça l'ennuie beaucoup. Mais vous avez un capteur pupillaire qui est bien rendu aussi dans le teaser, qui fait que s'il ne le fait pas, on ne valide pas son vote, et du coup, il est sanctionné. Donc, il est obligé de le faire. Il le fait. Bon. Il est sanctionné, il n'est pas sanctionné, on ne va pas le frapper ou le mettre en prison, pas du tout, mais il n'aura plus le droit de voter, et s'il n'a pas le droit de voter, du coup, les voisins vont en profiter pour mettre des ordures devant chez lui, ce genre de choses. Donc, ça va être des sanctions immédiates, en fait, si on est privé de vote. Mais pour moi, c'était important de prendre au sérieux cette objection à la démocratie, mais pour tout de suite la dépasser, parce que moi, mon idéal de démocratie, c'est pas de voter pour tout le temps, c'est qu'on puisse le faire, qu'on puisse le faire. Moi, si j'avais le droit de vote sur tous les sujets, j'irais pas voter sur tout. Mais par contre, moi, ce qui me dérange profondément, c'est de ne pas pouvoir le faire quand j'estime que j'ai à le faire. Soit que j'ai une expertise sur le sujet, soit parce que j'estime qu'il faut que j'en acquière une, parce que c'est essentiel. Et notre système, il ne nous permet pas de faire ça. Alors, vous avez le système qu'on appelle la démocratie liquide, qui permet soit de voter directement, soit de déléguer à quelqu'un qu'on estime plus expert. Moi, c'est plutôt à ce système auquel je crois. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que la qualité d'un système politique, elle ne se mesure pas à sa participation. Ça, c'est ce qu'on croit en France, en fait. Et souvent, parfois, les gens, ils pointent la Suisse ou la Californie en disant, regardez, les gens, ils votent peu, ils ont 40% de participation, ce qui est déjà pas mal, parce que nous, maintenant, on a des taux de participation de cet ordre-là. Mais si vous regardez le taux de satisfaction du système, la Suisse, c'est 80% des gens qui aiment leur système politique. Vous avez une grande étude qui a été menée il y a 2 ans par Cambridge, l'université Cambridge, sur 154 pays, je crois que c'est sur une trentaine d'années, et ils ont regardé la manière dont évoluait la satisfaction de la démocratie dans le monde. Aujourd'hui, sur ces 154 démocraties, alors bon, avec des guillemets parfois, mais le taux d'insatisfaction, il atteint 58%, enfin, il est toujours supérieur à 50%, et notamment en France, je crois que c'est les plus hauts, en Europe, c'est 58%. Enfin, vraiment, c'est des taux énormes, où les gens sont très insatisfaits de leur système politique. En Suisse, la satisfaction est de 80%. Alors, comment on l'interprète? C'est pour dire que les Suisses, en fait, ça les ennuie parfois de voter. Déjà, ils votent très souvent. Mais surtout, ils font confiance au système, en fait. Ils font confiance aux autres Suisses. Ils se disent... Et quand ils ne font pas confiance, ils vont voter. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc, voilà, moi, ça m'a fait aussi évoluer là-dessus, puisque tu posais la question tout à l'heure. Je me suis dit, mais l'important, c'est qu'on ait le droit. C'est pour ça que je crois vraiment au référendum d'initiative citoyenne. Non pas que moi, j'irai en faire un tous les 4 matins. Je ne pense pas que les gens le feront. Mais je veux simplement que sur certains sujets, par exemple sur l'hôpital aujourd'hui, j'en ai marre que ça soit Macron et puis une clique de techno passés par les banques qui décident de notre destin, parce qu'ils ont organisé un système, ou on a organisé pour eux un système qui fait que c'est toujours les moins mauvais, quoi. Voilà. Et puis maintenant, avec l'opportunité, Le Pen, tout ça, ils sont très contents. Donc voilà, moi, encore une fois, je ne suis pas du côté de ceux qui disent il faut qu'on décide de tout parce que c'est la justice et tout ça. Pas du tout. On peut très bien décider de faire autre chose de sa vie, c'est très sain comme ça, mais par contre, sur des sujets qu'on estime importants, il faut qu'on puisse le faire. Et tu vois, là, il nous reste 3 minutes si on veut respecter notre 22 heures pile avant de passer aux questions. Alors, je voulais savoir, on a notamment dans les 2 thématiques qui nous restent, il y a l'éducation ou la technologie liée à l'environnement ou l'environnement. Est-ce que tu préfères plus parler de tes questionnements autour de l'éducation, qui est très présent dans le livre, ou plus parler de la technologie ou du péril environnemental plutôt? Alors, le péril environnemental, je ne vais pas en parler parce que c'est un point secret du texte. Et je tiens à l'effet de surprise, donc si vous voulez en savoir plus, il faut que vous lisiez le texte. Mais c'est évidemment au cœur
J'en ai dit quelques mots tout à l'heure sur l'énergie, mais je ne souhaite pas forcément en dire plus. J'ai beaucoup travaillé cet objet-là. Je me suis fait briefer par plein de spécialistes de l'énergie pour avoir quelque chose qui tient un peu la route. Mais ça, je ne veux pas le dévoiler si vous en êtes d'accord. Ça, pour savoir qu'il faut lire le livre. Alors, sur l'éducation, ouais, elle est extrêmement présente parce que je pense que la question démocratique, elle ne va pas sans la question de l'éducation, mais une éducation permanente. Et ça, c'est vrai qu'à Nimrod, ils sont tout le temps dans l'éducation. Avec des risques aussi que ça peut comporter, c'est que ça peut tourner aussi à l'autoritarisme quand les choses ne sont pas forcément hyper bien régulées. Mais je pense que l'éducation, bah, c'est tout le temps, que c'est même le cœur. Il y a un lien essentiel entre démocratie et doute. Et donc entre démocratie et éducation aussi. Parce que là où vous avez de la certitude, vous dites que bah, c'est un Dieu qui vous a dit que c'était comme ça, bah, vous n'allez pas forcément investir ces champs-là, quoi. Hein, parce que sinon, vous risquez de remettre en question ce qui a été dit par Dieu. Donc il y a une liaison absolument essentielle entre le fait de décider tous ensemble des choses et le fait de s'éduquer en permanence tous ensemble tout le long de la vie. Il y a un point que j'aime bien à Nimrod. Il y a deux choses que j'aime bien. C'est que d'abord, ils procèdent, les Nimrodiens, à ce qu'on appelle la rotation des progénitures. Alors, c'est vraiment une idée audacieuse, mais dont je ne suis pas certain qu'elle soit si mauvaise que ça. C'est que de 10 à 13 ans, les enfants, ils vont dans une autre famille que la leur. Ils sont élevés par quelqu'un d'autre, tirés au sort dans la société. Ils n'ont plus le droit d'avoir un seul contact avec leurs parents. Et c'est forcément une personne d'une famille différente, de classe sociale différente. Parce qu'il y a un scoring qui est mis en place, et c'est forcément une personne différente. Eh ben, ça, je pense qu'un système comme ça, alors évidemment, hein, c'est la liberté de la littérature de le faire, mais à mon avis, ça créerait une société qui serait plus du tout la même, parce que vous imaginez, il faudrait que vous fassiez en sorte que votre enfant ne tombe pas quand même dans une famille où ça se passe trop mal. Et puis à l'inverse, votre enfant, quand il reviendrait chez vous, bah, il aurait une vision du monde qui serait très différente. Ça joue un rôle évidemment très important dans le roman, par rapport aux protagonistes principaux et à la rotation qu'ils ont pu avoir. Donc ça, c'est, je trouve, une idée audacieuse, mais qui est intéressante. En tout cas, je trouve que c'est intéressant dans une société, et notamment dans une autre, ça serait très important que des gens aient d'autres expériences sociales que celles auxquelles ils ont affaire. Quand vous regardez le parcours d'Emmanuel Macron, sauf son respect, mais ses expériences sociales, moi j'ai lu son livre Révolution, je trouve que c'est très important de dire ça, mais c'est incroyable. Je vous donne juste une illustration de sa manière de raisonner. Alors, il fait tout son parcours scolaire, et puis personnel. Et quand il arrive à Paris, il dit, bah oui, quand j'étais à Paris, j'étais fasciné de retrouver les rues décrites par Balzac. Enfin, il avait une expérience filtrée par ses lectures. En tout cas, il présente les choses comme ça. Peut-être naïvement, parce que il n'était même pas curieux de savoir qui étaient vraiment les gens et quelle était vraiment cette ville-là. Et puis, tout est comme ça. Alors, à chaque fois qu'il a une expérience, c'est les gens les plus gradés qui le fascinent. Donc, il va en banque, c'est forcément David Rothschild qui le fascine. Quand il est à l'ENA, il est pote avec le directeur. Enfin, il regarde toujours vers le haut, quoi. Et puis, à un moment, il va à l'ambassade du Nigeria. Et puis là, je me dis, ah tiens, j'étais quand même étonné. Donc, il est attaché d'ambassade pendant 6 mois, je crois, au Nigeria. C'est pas rien. Moi, je suis passé par le Nigeria. C'est un pays quand même très surprenant, avec des millions de personnes. C'est très, très, très vivant. En fait. C'est vraiment un pays d'aventuriers. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il va raconter là-dessus? Et il dit, bah, l'ambassadeur était quelqu'un d'extraordinaire. C'est ça qu'il a à dire sur le Nigeria, quoi. Bon, il est président de la République française. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui ne va absolument pas. Donc moi, j'aime bien ce système à Nimrod. Pendant 3 ans, les enfants, on les met vraiment ailleurs. Et puis comme ça, ils apprennent les choses. Et le deuxième truc sur l'éducation, et je finirai là-dessus, c'est que grâce au numérique, à Nimrod, vos professeurs, il a l'apparence que vous voulez. Et vos camarades de classe aussi, vous pouvez leur donner l'apparence que vous voulez, et la classe aussi. Et donc, je fais tout un développement là-dessus, mais je suis convaincu qu'en effet, l'école, c'est attesté aussi sociologiquement, elle n'a pas cette neutralité qu'elle se prête. Elle est impressionnante pour les élèves, pour certains élèves. Elle est hostile pour certains élèves. Quand vous emmenez votre enfant, comme ça nous est arrivé en CP, ben vous voyez bien quels sont les parents qui n'entrent pas dans l'établissement. Moi, il y avait un petit garçon qui est arrivé tout seul à l'école.
Et puis je trouvais ça horrible, etc. Et après, il y a peu de temps, j'ai rencontré ses parents. Donc c'est des parents qui viennent d'un autre pays, tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas parce qu'ils voulaient pas l'accompagner, c'est qu'ils n'ont pas osé. J'ai vraiment compris, voyant leur attitude, etc. Je me suis dit, en fait, ils n'ont pas osé parce que c'est un espace qui est impressionnant pour eux. Voilà. Donc le gouvernement a très intelligemment voté l'interdiction des femmes voilées pour les accompagnements scolaires. C'est pareil. Il faut avoir quand même une sacrée expérience de ce genre de sortie. Moi, j'en ai faite avec des femmes voilées pour se dire qu'elles représentent un danger pour la laïcité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais simplement pour dire que l'école, c'est un lieu qui peut être socialement impressionnant. Et moi, j'en ai fait aussi une expérience, alors que pourtant, je suis issu des classes moyennes, et puis que j'avais déjà une classe moyenne pleine de bonne volonté culturelle, en plus, donc très cultivée et très ouverte. Et au moment de l'agrégation de philo, quand je suis arrivé dans le grand amphi de la Sorbonne, et pourtant j'avais fait déjà pas mal d'études, que vous aviez le jury qui était tout au bout, avec cette espèce de grande fresque là, pompeuse possible, et que le jury vous dit, vous vous mettez là, c'est-à-dire au milieu de l'amphi, bah, si ça, c'est pas une manière de faire du tri social. Alors, ça a été reproché à ce jury à l'époque, c'était un jury horrible de l'agrégation, catho, comment dire, réactionnaire et tout ça. Et le président a eu quand même le front de dire cette phrase, qui est vraiment, je trouvais, significative. Il dit, certains pensent que ce rite nuit aux étudiants, il est au contraire fait pour les protéger. Et il y en a qui ont applaudi dans la salle. Je ne cesserai de méditer cette phrase. Je ne vois pas protéger, mais c'était vrai, c'était ça, c'était pour protéger sociologiquement le recrutement des agrégatifs, puisqu'il y a plein de gens qui venaient d'une fac en province et tout ça, qui s'effondraient. Moi, je les voyais, qui s'effondraient dans un espace qui était fait pour les humilier. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut quand même y être très attentif. Parfois, ce n'est pas simplement le fait du prof, mais l'institution, elle n'est pas neutre, c'est pas vrai. Elle est forgée par les classes dominantes et pour elles. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faudrait pouvoir réformer. Super. Bah, tu vois, là, on a terminé notre deuxième partie pour laisser un peu de temps aux différentes questions que vous avez. Vous pouvez soit poser votre question via le petit chat, soit lever la main avec l'icône main. Bah, je vois que François aimerait prendre la parole. Alors, on t'écoute, François. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu. Moi, je me pose une question donc de militant à militant. Quand on écrit, on essaye de donner une vision du monde, on essaye de porter un message esthétique, et puis quand on est militant, on essaye d'agir sur le monde du point de vue politique. Je ne pense pas que les deux puissent être dissociés. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas chez toi. Pour autant, comment est-ce que tu envisages les choses, quoi? Est-ce que ton roman est également un acte militant? Quelle liberté tu t'es donné en tant qu'écrivain par rapport à ton action de militant dans des choix esthétiques que tu as pu faire? Est-ce que ça a toujours fait, comment dire, est-ce que ça a toujours fait une seule action, ou bien est-ce qu'à certains moments, tu t'es demandé comment est-ce que tu allais devoir jouer sur certains équilibres? Alors, je fais une réponse d'écrivain à écrivain, parce que je sais que François Vermorel prépare un excellent roman, de ce que j'en ai un peu vu, qui est lui-même un roman d'anticipation. Donc, je livre mon point en faisant très attention à ce que je vais dire. Moi, j'ai effectivement pas distingué les deux, mais j'ai voulu aussi donner la parole à l'adversaire avec cette empathie profitable dont il a bien été repéré par nos deux lecteurs, qu'elle était essentielle dans mon propos. C'est-à-dire, si j'étais militant pour la fiscalité du capital, ce pourquoi je suis, mais c'est pas le cœur de mon militantisme, je pense pas que j'aurais pu écrire ce roman, en fait. Mais comme le cœur de mon militantisme, c'est la démocratie, eh ben, je me suis autorisé à être le plus sympathique possible avec ses adversaires, avec ceux qui ne sont pas d'accord. Et du coup, c'est une réponse un peu qui ménage la chèvre et le chou, mais
je ne suis pas pour le roman à thèse. Je pense que c'est très mauvais quand vraiment tu pars, que tu écris un roman, que tu veux vraiment défendre une thèse et puis tu mets d'un côté des gentils et puis de l'autre côté des méchants. Bah, tu aboutis, à mon avis, à quelque chose qui n'est pas bon. Alors peut-être que mon roman n'est pas bon, mais il ne sera pas mauvais pour ces raisons-là. Parce que j'ai essayé de faire même mon personnage principal, il n'est pas ultra lucide sur la situation. Son compagnon, il est carrément aveugle, quoi. Lui, il n'a aucun souci. Enfin, vraiment, les choses se passent tout à fait bien. Et même à la fin, on ne sait pas trop s'il a vraiment évolué sur la situation. Si ce n'est qu'il estime, il a évolué quand même sur un certain nombre de points. Donc, j'ai essayé d'être le plus sympathique possible avec mes adversaires militants en tant que tels. C'est-à-dire des gens qui sont pour un gouvernement centralisé, puissant, qui prend des décisions à la place des gens parce que c'est des cons. Bah, j'ai essayé de leur donner un maximum la parole. Et ça, c'est vrai que le roman le permet. Mais je veux juste ajouter aussi un autre point, c'est que non seulement le roman, mais le dialogue, par exemple, philosophique, le permet aussi. Parfois, quand on lit Platon, on dit c'est Platon qui dit que. Voilà, on lit ça, bah, moi je dis non. En fait, Platon, il a écrit des dialogues, il donne la parole à Protagoras, il donne la parole à Gorgias, il donne la parole à plein de gens, et on ne sait pas quelle est la position de Platon. D'ailleurs, les seuls moments où on a la position de Platon, c'est dans ses lettres, par exemple. Oui, Et Platon est lamentable. Enfin, je le dis franchement, comme il est géniard, il pleurniche tout le temps, il n'est pas du tout à la hauteur du personnage qu'on pourrait s'imaginer dans ces dialogues. C'est vrai, hein, c'est des dialogues qui sont extraordinaires. Enfin, c'est vraiment un auteur, un philosophe et un auteur littéraire qui est absolument incroyable. Et dans ses lettres, l'homme Platon semble assez médiocre, en fait. Donc, je pense que la littérature permet ça, c'est-à-dire il y a, comment il s'appelle, c'est pas Pessoa, je ne sais plus comment il s'appelle cet auteur sud-américain qui dit ça, il dit mais que de César j'ai été en vantant la littérature. Bah, moi, c'est ça qui a été jouissif, c'est que si j'écrivais un truc avec Macron que vraiment je ne porte pas dans mon cœur, vous l'aurez compris, peut-être un peu trop, et ben, j'essaierais d'être le plus Macron possible, quoi. Et je pense que ça serait agréable en fait d'être quelqu'un d'autre à cette occasion-là. Et après, une fois que le roman il est positionné, il est posé, ben, j'espère que... Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre le parti des adversaires de la démocratie. J'aimerais bien, en fait. Mais j'espère quand même la majorité des lecteurs, ça va les faire avancer dans le sens d'une démocratie plus directe, quoi. Alors, est-ce que une autre personne a une question à poser à Mathieu? Je fais des réponses plus courtes, pardon. Pierre, on t'écoute. Le micro est... Ah. Ça marche mon micro là? Ouais. Bon, bah, je vous salue tous. Pierre à l'appareil, je te salue Mathieu. Non, une Salut, question Pierre. toute bête. Pourquoi être passé par le roman, par la fiction, pour traiter de ces thématiques? Alors, moi, je pense que, en fait, il faut renouer avec un certain idéal des Lumières. Quand tu regardes moi, quand j'étais ado, quand j'étais enfant, ado, mes héros, c'était Voltaire, Rousseau et Chateaubriand. C'est très prétentieux, très humble, n'est-ce pas? Mais c'est des gens qui, en fait, ne se souciaient pas. Il y a vraiment, c'est une époque assez très lointaine de la nôtre de ce point de vue-là, où les gens ne se souciaient pas du tout des catégories. Enfin, ils s'en souciaient sans doute, mais d'une manière qui n'était pas la même que la nôtre. Un spécialiste du XVIIIe siècle me dira sans doute, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr que si, ils étaient très soucieux de ça. Mais quand vous lisez Voltaire, Rousseau, ils écrivent des romans, ils écrivent des essais, Rousseau a écrit des opéras. Ils ne se souciaient pas de ça comme nous en soucions aujourd'hui. Et je me rends compte que la cohérence entre les choses que j'écris depuis un certain nombre d'années et la manière dont j'essaye de mener ma propre vie, bah, c'est celle-ci. C'est-à-dire que je pense que ce qui nous menace beaucoup, c'est la division du travail. Et c'est pas juste que ça nous menace, c'est que ça nous fait du mal. C'est-à-dire que ça enferme les gens dans des catégories, dans des manières d'être, dans des manières de penser.
Et en fait, ça vient empêcher, ça vient faire du mal à leur liberté, quoi. Et dans ce texte-là, bah, c'est très clairement ça. Les gens sont tous dans des cases, ils sont enfermés dedans, ils n'en sortent pas forcément. Et nous, on est aussi un petit peu dans cette situation-là. Voilà. Donc moi, en jouant comme ça sur des genres, j'écris une pièce de théâtre aussi, co-écrit une pièce de théâtre qui vient de s'achever là. Je me révolte contre ça, en gros. On dit, bah tiens, il est philosophe ou essayiste, donc il écrit des essais qui sont faits comme ça. Bah non, mais je pense que le roman aussi peut exprimer la même chose, ou les mêmes intuitions, ou les mêmes volontés, mais sur un mode qui sera différent. Ça va s'adresser à l'imaginaire, effectivement, plus qu'à l'intellect, en tout cas j'espère, à la sensibilité, plus qu'à la réflexion. Mais au final, ça rendra les gens plus empathiques aux sujets aux préoccupations qui sont les miennes. Un autre point aussi sur le roman, pour être aussi, pour revenir un petit peu à la jeunesse, c'est que j'ai une cousine que j'aime beaucoup et qui disait bah, j'ai commencé à lire ton essai La démocratie sans maître et puis j'arrive pas à le lire parce que je lis que des romans. Et donc ça aussi, ça a joué dans la jeunesse de la chose. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui disaient des romans qui disaient pas d'essais. L'inverse est sans doute vrai aussi. Mais que mes idées toucheraient aussi un plus large public, puis pas forcément le même en écrivant une fiction. Vous avez une autre question alors à poser à Mathieu. Les gens sont timides. Faut pas. Posez, hein. Faut... J'aurais plus de questions quand j'aurai lu le roman. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve, j'ai une question à te poser, Mathieu, c'est est-ce que tu vois, ce que je trouve qu'à la fin du roman, le sentiment moi que j'ai, c'est que j'ai envie de discuter avec les gens en fait, à la fin. C'est que ça ouvre, ça donne envie de discuter avec les gens de ce qu'ils ont pensé de différents passages et dans la vie de tous les jours, ce qu'on a envie de faire. Et je me dis, est-ce que tu as envie d'ouvrir je sais pas, des lieux, des moments de rencontre pour que les gens parlent de démocratie en se basant sur le livre, pour que qu'il y ait un peu tu sais, une impulsion un peu littéraire ou artistique qui après amène à ouvrir les horizons. Ouais. Alors, je suis content parce que sur le livre antérieur, là, les Gilets jaunes dans l'histoire, il y a certaines petites communautés Gilets jaunes qui m'ont demandé si je pouvais venir, etc., pour en parler avec eux, parce qu'ils travaillent un peu autour. J'ai l'impression qu'un certain nombre de mes livres suscitent ça, c'est-à-dire une volonté de se retrouver et de discuter. Bah oui, ouais, après, c'est pas à moi de susciter ça, mais moi, je le ferai avec grand plaisir. C'est-à-dire que dans le livre, il est beaucoup question de ça, du salut par la discussion. Et à titre personnel, dans ma vie jusqu'ici, j'ai côtoyé des gens très, très différents, parce que j'ai bossé à la fois au lycée, à la fac, ensuite j'ai bossé en politique, et puis ensuite j'ai bossé en entreprise. Et j'ai bossé avec des gens qui se détestent et qui tiennent des discours les uns sur les autres en termes de classe sociale, mais qui sont vraiment fondés sur des mensonges, y compris des gens qui sont bienveillants. Il y en a qui sont évidemment qui regardent leur intérêt puis qui se racontent la petite histoire derrière. Ça, on sait tous. Il y en a d'autres qui sont extrêmement bienveillants et qui simplement ne connaissent pas. Enfin, vraiment. Donc, je pense que la discussion, le fait de casser toutes les barrières entre nous, entre les différents groupes, c'est essentiel, et c'est aussi ce que j'exprime dans ce livre. Donc c'est aussi assez logique que tu aies envie de discuter après autour du livre, parce que le livre est beaucoup basé là-dessus. Et le salut par cela, par le fait de se parler, de se connaître, et de ne pas laisser se construire des légendes entre les différents groupes. Je vois qu'il y a une question là dans le chat. De Élise. Élise Ouais. qui nous demande si finalement le but, c'est pas finalement que ce soit dans la structure ou le fond, de décloisonner pour faire avancer ensemble les gens. Mais oui, mais c'est complètement ça. C'est que moi, vraiment, il y avait une émission qui était pas mal. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Ça s'appelait Pourquoi nous est-il? Pourquoi nous déteste-t-il? Et l'émission, ça consistait à mettre les uns face aux autres des gens qui vraiment, il y avait un skinhead
c'était une journaliste qui était d'origine maghrébine, donc elle allait l'interviewer, mais c'était vraiment un nazi, quoi. Hein. Et le type, il évoluait un petit peu, quoi. On voyait qu'il se rendait compte que son truc ne tenait pas. Je crois qu'il faut vraiment organiser des espaces comme ceux-ci. Nous, on le fait un petit peu avec nous, la démocratie, mais moi, je me souviens d'avoir fait des ateliers comme ça, dans lesquels vous aviez clairement des fachos, et puis par ailleurs, des gens issus de l'immigration et tout ça. Et le fait de les faire parler ensemble, je ne dis pas forcément que ça les fait se réconcilier, mais ça les fait évoluer. Je vous cite une expérience vraiment très frappante là-dessus, que j'ai menée quand j'étais conseiller de Delanoë. Et on m'avait demandé d'organiser, à la mairie du 4e arrondissement, un débat autour du mariage pour tous. Et dans ces débats-là, m'avait-on expliqué, il y avait à la fois les anti-mariage pour tous, alors, sens commun, etc., qui étaient assez radicaux dans leur position, et puis des gens qui étaient pour le mariage pour tous, et puis dont certains vraiment très exubérants, c'était très démonstratif, quoi. Et les deux étaient ensemble dans la salle. Et ce qu'on m'avait dit de dire, c'est au début, il faut faire un discours en disant, là, c'est pas les manifs, là, on discute. On essaie de faire évoluer les positions. Et si vous voulez vous taper dessus, vous sortez de la salle. Donc, vous disiez ça. Et après, ça se passait, mais merveilleusement bien. C'est-à-dire que tout le monde exprimait, il y en a vraiment qui exprimaient des choses. Il y a quelqu'un qui s'est levé en disant, l'homosexualité, c'est un péché. Vous n'êtes pas des pécheurs du fait d'être homosexuel, mais vous êtes pécheurs du fait de d'exprimer cette homosexualité. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Et puis il y a un travesti qui lui répond, mais si tu as un problème avec ta sexualité, on en parle, mon chou, et tout ça, donc il gueule ça, donc le mec a rigolé, et après ils ont discuté à la fin. Je dis pas forcément que chacun a changé son point de vue, mais au moins on les mettait ensemble dans la même salle, quoi. Donc ça, moi je crois que c'est essentiel pour la suite, et notre salut passera par ça. Il passera pas par autre chose que le fait d'être ensemble dans les mêmes pièces, dans les mêmes endroits, pour se parler dans nos différences, parce que sinon ça va mal finir, quoi. Commentaire d'Henri. À la question posée à Saint John Perse, pourquoi écrivez-vous? Il répond toujours, pour mieux vivre. C'est vrai. Donc ça va mieux là? Ça va mieux, le livre va sortir, ça va bien se passer. Ah, Hazard demande comment on peut l'acheter. Alors, en librairie, tout simplement. Il est en librairie à partir du 15, mais vous pouvez aller dans votre... oui, chez Libre à lire, je vois, là, j'ai le chat, je suis ouvert là à côté. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, normalement, ils l'ont, mais s'ils ne l'ont pas, il faut le commander. Ça m'arrange. Mais à partir du 15, il sera partout en principe. Alors, jouer en version électronique, non, s'il te plaît, Henri. Non, il vaut mieux quand même l'acheter en livre physique, mais bon, vous pouvez l'acheter en version électronique aussi, hein, c'est très bien. Mais je pourrais pas vous le dédicacer. Argument de poids. Alors, Elise demande, ouais, tu vois, est-ce que justement tu feras des débats post-lecture? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, puisque tu en lances l'idée, Sylvain, s'il y a même des petits groupes qui s'organisent et qui disent, voilà, il y a tel point dont on voulait parler, moi, je viendrai avec plaisir. Hein. Et si je ne peux pas venir, je ferai une réponse écrite. Hein. Je le fais. Moi, j'adore ça. Hein, je trouve que justement, c'est aussi bien, c'est que quand tu écris un bouquin, il y a des gens qui t'en parlent, qui t'écrivent. Et c'est génial, ces débats-là. Donc, non, moi, avec très, très grand plaisir, bien sûr. Et la question de Hazard, c'est une question que je me posais aussi en lisant le livre. C'est à quand le film? Parce que comme tout est très détaillé, on peut très bien s'imaginer l'univers. Et parce que comme t'as évoqué au niveau de des progénitures, comment ça s'appelle encore le procédé? La rotation des projets. La rotation des progénitures, t'explique bien aussi qu'après, il y a quand même des personnes qui sont là pour encadrer le tout. Et donc, le fait que tout soit très précis, quand même très précisé, ça fait qu'on imagine très, très bien un film. Ouais. Il y a des producteurs qui m'ont contacté après une présentation, j'avais fait une pré-présentation. Après, les gens l'ont pas lu encore, donc on va attendre, mais bon, moi, ça me plairait bien sûr, d'en faire un film. Il faut que les tournages puissent être repris. Mais bon, il faut déjà le lire, puis vous me direz ce que vous en pensez.
Il y avait une question juste avant. Le fait d'avoir fait une grande école, évoluer dans un milieu de haut niveau culturel montre bien que on n'échappe pas à une élite, c'est ça? Bah oui, ouais, c'est sûr. Alors, il y a des personnages comme ça. Je ferme le chat là parce que je suis troublé, donc je vous laisserai, Ouais. je laisserai faire la sélection. Je réponds à cette question. Moi, il y a un personnage que j'aime bien dans mon roman. Il y en a que j'aime bien, puis il y en a que j'aime moins, mais il y en a un dans lequel je me projette assez bien, pour le coup, qui s'appelle Akan, A-K-A-N. Alors, Akan, alors franchement, la personne qui trouvera à quoi ça fait allusion, je saluerai cette personne, parce qu'il y a d'allusions très très claires. Et je l'aime bien, parce que c'est un type qui est dans le conseil de Nimrod, donc qui est au gouvernement, et qui prend parti pour la révolution, pour le changement, quoi. Et bah, moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est un personnage qui est important. Et moi qui ai fait effectivement les grandes écoles et vraiment le cursus honorum à la française absolu, quoi. Là, je l'ai fait, là, ça y est, j'ai fait vraiment Normal Sup, la Greg, j'ai enseigné, j'ai fait de la politique, j'ai fait de la grande entreprise, donc là, j'ai fait vraiment le truc typique. Bah, je me sens quand même du côté de tout le monde. Alors, en tout cas, sur les questions démocratiques, ça, je pense que je trahirai jamais la cause, quoi. Donc, je pense que c'est quand même possible. Après, je ne peux pas prétendre partager la cause, la condition des plus humbles, des plus souffrants, tout ça. Ceux qui disent ça, ils racontent des bêtises, parce que c'est pas vrai. Donc, y compris ceux qui sont... Si vous regardez dans les discours des politiques, ils disent, oui, bah, mon grand-père, maintenant c'est ça. Il y a François Hollande qui, pour se défendre des sans-dents, il avait dit, bah oui, mon grand-père était... c'est pas, ça fait pas de lui quelqu'un des classes populaires, quoi. Puis quand bien même il en aurait été issu, bah, quand on a 65 ans, on est quand même assez éloigné de ces origines-là, donc faut pas raconter d'histoire. C'est précisément pour ça que la démocratie est nécessaire, parce qu'on peut pas parler à la place d'eux. C'est aussi un petit message à François Ruffin, là, qui croit qu'il vient du peuple parce qu'il a un petit accent, machin. Il ne l'est pas, non, c'est pas vrai. Il peut avoir cette sympathie-là, c'est très bien, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut pas être tout le monde, quoi. Même si il faut essayer de l'être. Par rapport à ça, il y a Elise qui demande que donc tu as dit que parmi toutes les voix au sein de ton roman, notamment c'est celle de Hakan dans laquelle tu te reconnais le plus. Et qu'est-ce que tu aimerais toi, de ton point de vue personnel et non d'auteur, voir se matérialiser de ton roman dans le réel? Il y a pas mal de choses. Il y a des choses que je veux pas du tout voir se matérialiser, vous verrez bien. Euh, il y en a que je veux voir. Bah, le fait que tout le monde, en fait, le fait que tout le monde participe à la vie collective, ça c'est quand même une excellente chose. Alors c'est pas tempéré encore une fois à Nimrod parce qu'ils sont contraints de le faire, euh, et ça je le souhaite pas. Mais je souhaite que ça soit la norme, pas l'exception. Mais ça peut plus durer, si vous voulez. Voir, comme là aujourd'hui, alors demain c'est mercredi, on va savoir quelles sont les normes sanitaires qui vont s'imposer à nous. Bon, ça peut plus durer, on n'est pas de quel droit. Enfin, même si on s'appuyait sur la formation des uns et des autres, je vois pas en quoi M. Macron il est habilité à dire ce que doit être le comportement collectif pour mettre fin à cette épidémie. Et puis surtout avec les résultats que l'on sait, c'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je sais bien que Le Monde a dit qu'il était devenu épidémiologiste parce qu'il s'était abonné à Nature et Science, mais quand même, bon. Donc, ça, je pense que c'est vraiment ce que je voudrais voir se concrétiser. Mais très concrètement, moi, le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, c'est vraiment le truc auquel je crois le plus. Enfin, je pense qu'il faut qu'on mette ça en place. Sur toutes les autres options, on peut être très, très opposés les uns les autres, mais ça, je pense que ça doit devenir un combat commun, quoi. Et si on ne met pas en place des instances de ce type-là, les fachos, on va se les taper, hein, c'est évident. Enfin, peut-être très vite, hein. Je ne veux pas finir sur cette note, mais Vite, c'est une autre question, vite, vite. tellement évident. Bah,
Moi, je veux bien relayer une dans le chat qui était « Et ton prochain roman ?» Ah, mon prochain roman. Alors, je suis sur un projet. euh, J'en parle pas encore parce que c'est secret. Je suis tombé sur un vide historique. Je vais vous faire un peu le teaser parce que donc ça porte sur la Seconde Guerre mondiale, ça, je le dis. Ça sera vraiment des résonances avec ce roman-là, et puis la question de la démocratie et la question de l'exclusion, bien sûr. Euh, je vous fais un double teaser. D'abord, il y a un seul livre, à ma connaissance, qui a été écrit sur le sujet. Et pareil, ce livre-là, je l'ai acheté sur Le Bon Coin ou un truc comme ça. Je l'ai fait venir de. Il y avait un exemplaire en Allemagne que j'ai acheté 0,50 centimes. Voilà. Donc le livre est plus du tout édité. C'est une édition des années 60 que j'ai acheté pour une bouchée de pain. Et pourtant, c'est absolument passionnant. Donc, je dois aller aux archives pour me renseigner dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va être un livre sur les histoires qu'on se raconte tous pour faire passer la pilule des méchancetés qu'on commet. Bon. Et ça, je pense que c'est un gros problème en démocratie aussi. Je pense que là, vers quoi je vais m'orienter aussi, c'est une réflexion aussi sur le langage et sur la manière dont on en fait le modèle même de ce qu'il faut confronter pour la démocratie. Et ben, ça demanderait qu'on réfléchisse un petit peu sur les histoires qu'on se raconte, et les argumentaires on produit pour défendre l'indéfendable, quoi. Donc voilà, le prochain roman, je peux donner peut-être le titre, il s'appelle L'Appel d'offres. Euh, et ben, j'espère qu'il vous plaira. J'espère surtout que j'ai trouvé le temps de l'écrire là, parce que j'ai commencé déjà à y bosser. Je pense que le sujet est super. Enfin, super. Il est dramatique, mais il est excellent. En tout cas, pour un roman. Je ne sais pas si je ferai un excellent roman, mais en tout cas, le sujet est très bon. Et déjà validé par l'édition. Donc, c'est quand même une bonne chose. Bah, ça paraît pas mal hein, de terminer sur cette note pleine de passion et d'optimisme qui nous donne envie d'être du coup là dans un an peut-être pour le prochain roman et d'ici là déjà de voir les premiers retours qu'il y aura sur le roman du coup qui sort jeudi dans 2 jours. Et je suis sûr qu'après on aura l'occasion de mettre en place ces fameux moments de partage et de questionnement. Dernière question d'Henri. Le roman de science-fiction laisse-t-il plus de place à l'imagination que le roman classique? Ah, c'est pas la même imagination. Je dirais que ce qui est bien, c'est que tu peux être absolument fou, créatif. Alors, j'ai pas parlé d'un grand exemple, pardon, quand même, mais bon, il y en a tellement, je suis tellement. Mais Aldous Huxley, bon, il y avait une référence, Le Meilleur des Mondes, qui est un roman mais génialissime. Mais, bon, et là, l'imagination est totalement débridée. Ben, c'est la folie totale, quoi. Bien pire que ce que j'ai pu faire moi. Donc ça, de ce point de vue-là, on peut être très créatif. Après, je pense qu'un roman classique, même intimiste, il peut aussi fournir un terrain pour l'imagination incroyable. Enfin, la recherche du temps perdu, il ne se passe rien de trépidant, et pourtant, bon, voilà, le moindre sentiment est l'occasion de délires scripturaux incroyables. Bon. Donc non, je dirais que c'est pas la même chose. La créativité, oui, on peut se permettre des trucs, mais l'imagination, je crois que c'est un des matériaux de base de l'écriture Ouais, romanesque. nickel. Bah, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent pour ce super moment de partage. Merci Mathieu Bah, pour merci tout à vous. précisément. Merci. Merci vraiment à vous. Merci Sylvain, merci Camille, Hazard, et en particulier à toi Sylvain pour la préparation de cette soirée. Plaisir. Et on terminera en musique. Juste après, à la fin, là, on va vous diffuser un vidéo de clip musical sur des extraits de paroles qui sont dans le livre de Mathieu qu'on a tiré après pour faire une chanson. Et j'ai vu qu'il y avait Catherine, pardon, qui voulait prendre la parole. Et après, Emmanuel. Ah ouais, il y a des gens qui... Catherine, on t'écoute, ouais. Catherine? Non, on n'entend pas Catherine. Est-ce que le micro est... On va passer Emmanuel d'abord. Après Catherine, on reviendra vers toi pour voir si tu as bien réglé le problème de micro. Emmanuel, on t'écoute.
Ah, les esprits ont pris possession de Ah, c'est notre clair. Là, city. c'est Ah, tu vois, Henri, c'est le début d'un nouveau roman, là, voilà. hacké. C'est la technologie qui a été hackée. C'est ça, les failles de la technologie aussi. Par les Russes, c'est comme le truc des écoles, là, le NT. Ouais, du cours par correspondance. Ils ont que ça à faire, on dirait. Bah, du coup, bon, on termine sur nos petites musiques et après, n'hésitez pas à envoyer au pire un petit mail à Mathieu si vous avez quelque chose à lui dire. Il y a son site personnel, mathieunyongo.fr, c'est ça, Mathieu? Ouais, ouais, j'ai un site, là, maintenant, n'est-ce pas? Donc, on peut échanger aussi dessus. Voilà, donc, tu as un message de remerciement. On va pouvoir recommander ton livre. Merci, Mathieu. Plaisir de t'entendre. Hâte de plonger dans ton utopie, dystopie. Merci pour l'organisation de cette rencontre, cet espace de discussion. Nickel. Donc, on va finir je vous diffuse une vidéo YouTube, du coup, du clip de cette chanson. Et bah, du coup, au jeudi 15 pour aller en librairie, pour aller acheter le livre de Mathieu. Ciao, ciao à tous. Merci, merci. Salut.